Bonsoir ou rebonsoir. La Russie, c'est l'inquiétude des dernières heures, s'apprête-t-elle à utiliser cette fois la bombe sale? Vous verrez pourquoi, la question est en haut de la pile des inquiétudes depuis environ 24 heures maintenant. Un balai diplomatique russe qui a donné lieu à une réponse par communiqué de plusieurs capitales occidentales. Mais surtout, on va vous expliquer ce qui se cache derrière ces mots « bombe sale ». Je ne vais pas tout vous dévoiler, mais on n'est pas dans la bombe nucléaire, mais ce serait dramatique tout de même et avec de nombreuses implications et conséquences. On va en reparler dans cette émission, c'est important. Mais d'abord, on va vous reparler de ce qu'on appelle ce soir, guerre des câbles. Un câble dans le sud de la France, un autre aux îles Shetland endommagé, rien de concret, des suspicions, mais ça intervient après Nord Stream. Vous avez suivi ces câbles sous-marins qui ont été largement attaqués. Est-ce qu'il s'agit d'incidents isolés? Eh bien, pas forcément. Pas forcément à l'heure où la peur d'une guerre hybride gagne un peu plus chaque jour l'Occident. Selon François Hesbourg, par exemple, que vous ne connaissez très bien sur cette antenne, cette guerre hybride, il nous faut nous y préparer et vite. Alors, cette guerre a-t-elle même déjà commencé? Sommes-nous vulnérables? Et puis, quelle réponse cela appellerait-il? Est-ce qu'il faudra considérer assez rapidement qu'il s'agit d'une attaque contre des pays de l'OTAN avec une réaction donc proportionnée? Pour en parler, je présente nos invités. Je suis ravie de vous retrouver, Elsa Vidal. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes chef de la rédaction en langue russe de RFI. Oui. Bonsoir Bertrand Badi. Bonsoir. Ravi de vous retrouver également, professeur des universités en sciences politiques et en relations internationales à Sciences Po Paris, auteur notamment de Puissance mondialisée, Repenser la sécurité internationale, édition Odile Jacob. Bonsoir et ravi également, général Dominique Trinquant, vous êtes ancien chef de la mission militaire française auprès de l'ONU. Et bonsoir Vincent Hugeux, ravi de tout pareil en fait, grand reporter et essayiste. Merci beaucoup à tous les quatre d'être là. D'abord, vous le savez, on va poser les faits, rien que les faits, les indispensables. Pour commencer, c'est Fanny Veil. Bonsoir Fanny. Bonsoir Amélie, bonsoir à tous. Il y a d'abord donc cette suite d'incidents sur des câbles sous-marins par lesquels passent, il faut le rappeler, nos données et nos connexions Internet. Et oui, pour l'instant, ce sont des signaux faibles dont on n'est pas encore certain qu'ils soient reliés entre eux. Mais oui, vous l'avez dit, il y a une série d'incidents. Le premier, mercredi dernier. Nous sommes dans le sud de la France, autour de Marseille. En 24 heures, les opérateurs Free et SFR recensent près de 5000 pannes Internet et sur les téléphones fixes et portables de leurs clients. Et c'est une société américaine de cybersécurité, Zscaler, qui nous donne des réponses. Au moins 3 câbles ont été coupés près de Marseille. Des câbles qui relient plusieurs grandes villes de cette partie de l'Europe, Barcelone, Milan ou encore Lyon notamment. SFR, Free et Zscaler affirment qu'il s'agit, je cite, d'un acte de vandalisme. Mais une source proche du Grand Port de Marseille parle au point d'un acte de sabotage. Et à l'heure de la guerre en Ukraine, cela peut effectivement interroger. D'autant que dans le même temps, à plus de 2000 km de là, d'autres câbles ont été coupés. Ils relient les îles Shetland, que vous voyez ici, un archipel écossais situé à 210 km au large des côtes, à la Grande-Bretagne et permettent donc à l'archipel d'avoir Internet. Les 23 000 habitants des îles ont donc perdu leur connexion Internet et téléphonique et l'attaque a été prise très au sérieux par les autorités qui évoquaient, je cite, un incident majeur et, je cite encore, une situation d'urgence. Ces deux sabotages quasi simultanés n'ont pour le moment pas de lien direct, mais pour François Hesbourg, il pourrait être autant de signaux d'une guerre hybride qui ne se jouerait donc plus uniquement sur le terrain, sur le plan militaire en Ukraine, mais aussi sous l'eau avec ces précieux câbles qui relient les continents entre eux. C'est ce qu'il affirmait hier soir sur ce plateau face à Adrien Gindre. Écoutez. Et là, il y a des signaux. Tout ça ne fait pas une offensive en règle, peut-être même qu'il n'y en aura pas. Mais je dois dire que si on est à la place du président Poutine et si on veut montrer à ses élites, à sa verticale du pouvoir, qu'on a toujours la main, ça, c'est une façon de le faire. Et l'enjeu est de taille puisque 99% des échanges Internet et de téléphonie mobile transitent par ces câbles sous-marins. Ils sont déployés, vous le voyez, partout autour du globe, au fond des mers. Aujourd'hui, la Terre compte 530 câbles de taille différente. Au total, si on les mettait bout à bout, on aurait un immense câble d'1 300 000 km, soit plus de 32 fois la circonférence de la planète.
L'Europe, et en particulier la France, sont au cœur de ce système. La France est même le pays le plus connecté de l'Union européenne parce qu'elle est la porte d'entrée sur le continent européen, le premier lien avec les États-Unis. Quant à Marseille, eh bien, c'est le premier nœud de raccordement de télécommunications du sud de l'Europe, le 7e au niveau mondial, avec 15 câbles qui en partent et qui connectent la ville à 43 pays, 4,5 milliards d'utilisateurs mobiles dans le monde et des millions de données en transit chaque heure. Ces câbles, qui sont en plus vulnérables puisqu'ils ne sont pas très épais et sont simplement posés sur les fonds marins, ne sont pas ensevelis, sont donc une cible facile pour mener cette fameuse guerre hybride. Emmanuel Macron a donc demandé à l'armée française de renforcer la surveillance de ces câbles. Et c'est ce que vous voyez sur ces images d'Esther Lefebvre et Michael Merle. Elles ont été tournées il y a quelques jours en mer Baltique, à bord de leur avion Atlantique 2, équipé de radars, de capteurs et aussi de caméras. Les pilotes français, secondés par l'OTAN, scrutent la mer à la recherche de navires suspects, notamment des navires russes qui s'approcheraient de zones sensibles, par exemple les alentours du gazoduc Nord Stream, des gazoducs Nord Stream, ou bien de bateaux qui couperaient leur système de localisation qui est pourtant obligatoire. On avait déjà eu une illustration de cette guerre hybride avec le sabotage de Nord Stream. Et oui, les gazoducs Nord Stream 1 et 2, sévèrement endommagés par plusieurs explosions à la fin du mois de septembre. Des engins explosifs d'une puissance équivalente à 500 kg de TNT avaient été utilisés. Et sur ces images publiées par les médias suédois la semaine dernière, on distingue clairement, regardez, ce qu'il reste du gazoduc, un trou béant, un tube d'acier éventré. Et on aperçoit aussi, regardez, cette faille, cette tranchée creusée dans la vase par l'explosion. Et à chaque fois, c'est la Russie qui est suspectée. Oui, suspectée par l'Occident, qui l'accuse précisément de mener cette guerre hybride parce qu'elle peine pendant ce temps-là sur le terrain militaire en Ukraine et parce qu'elle a les moyens de mener de telles opérations de sabotage. La Russie dispose d'un arsenal et même d'une unité spéciale liée à l'armée pour ces opérations. Le navire océanique Yantar, par exemple, équipé de ce mini-sous-marin, le Rousse, qui peut plonger jusqu'à 6000 mètres de profondeur, précisément jusqu'à certains de ses câbles. Le Belgorod également, fleuron des sous-marins russes, serait lui aussi équipé d'un drone sous-marin capable de sectionner des câbles. Pour faire face à cette menace, Amélie, les Américains entraînent eux aussi leurs sous-mariniers à poser des mouchards ou à détruire les câbles, des commandos pour saboter jusque dans les abysses. Au début des années 2000, la marine américaine a même transformé ce sous-marin, l'USS Jimmy Carter, en spécialiste de ces opérations sous-marines. Enfin, Amélie, la Chine, elle aussi, disposerait de navires équivalents. Merci beaucoup Fanny pour ces indispensables. Merci pour ce travail de précision. Bertrand Badi, la guerre des câbles, réel risque? Est-ce qu'elle a même déjà, selon vous, commencé cette guerre dans la guerre, ou mes mots sont peut-être excessifs? Oui, comme toujours, il y a des problèmes de vocabulaire. J'aime pas beaucoup le terme de guerre hybride qui ne nous renseigne pas sur grand-chose, finalement. C'est un terme générique et quelque peu galvaudé. Moi, je crois en la guerre mondialisée. C'est-à-dire, Poutine, dans un deuxième temps, mais qui est venu assez vite, a compris que le nerf de toutes ces opérations se trouvait dans la mondialisation, dans le processus de mondialisation. Nous sommes dans un contexte mondialisé et donc le champ de bataille n'est plus l'élément essentiel. Le fait qu'on s'attaque maintenant à des communications, et effectivement, toutes ces attaques sont très crédibles parce qu'elles renvoient à ce qu'est la quintessence même de la modernité. Attaquer un pays sur ses communications mondialisées, c'est totalement le sortir du monde et donc le paralyser. Et l'effet est probablement beaucoup plus déterminant qu'une bataille sur le terrain. Et c'est la raison pour laquelle il faut quand même admettre que Poutine, qui s'est lancé dans une opération d'une très grande naïveté, une guerre de conquête à l'ancienne, si vous voulez, a très vite compris comment il fallait basculer vers autre chose. Alors ça a été trois choses. Ça a été la guerre sociale, cette politique de la terreur sociale, faire peur à tout le monde, s'attaquer à la société plus qu'aux armées, et ça continue. Le deuxième élément, c'est une offensive diplomatique généralisée, notamment vers les pays du Sud, pour créer un équilibre mondial qui ne soit pas en sa défaveur, et si possible même être en sa faveur. Et puis, troisièmement, c'est couper tous les nerfs qui rattachent l'Occident au monde, et
aussi qui organise sa vie interne à l'espace occidental et à chacun des espaces nationaux. Et là, effectivement, le résultat peut être catastrophique. On est en train de comprendre deux choses. C'est qu'il n'y a pas de troisième guerre mondiale, mais il y a une première guerre mondialisée, premièrement. Et deuxièmement, on comprend qu'aujourd'hui, la guerre renvoie à toute une série de procédures dont on ignorait même, sauf peut-être dans quelques romans de fiction, ce qu'elles pouvaient être. On est en train de le découvrir en direct. Personne ne peut dire, et c'est ça qui est en même temps terrifiant et rassurant peut-être, personne ne peut dire quel en sera le résultat et l'efficacité. C'est de l'inédit. En tout cas, ce qui est inquiétant aussi, Général Trinquant, c'est que ça a l'air pas si compliqué. Pardonnez-moi pour l'expression très simpliste, mais des câbles pas forcément enterrés, c'est pas très loin. Parfois, ils font la taille d'un tuyau d'arrosage. Et puis, je crois, effectivement, et Fanny l'a très bien expliqué, que les Russes, si je prends l'exemple de la mer Baltique, sont particulièrement bien équipés pour mener ce genre d'opération. Et donc, ça n'a pas l'air si difficile. Oui, alors, comme Bertrand m'a dit, moi, le terme de guerre asymétrique, je ne le comprends pas bien. C'est la guerre, tout bêtement. Et la guerre, ça prend toutes les formes, ça attaque tout. Alors, on parle des câbles aujourd'hui. Si on regarde la Première Guerre mondiale, la guerre sous-marine avait pour objet de couper les liens dans l'Atlantique entre les États-Unis, la Grande-Bretagne et la France. Et les câbles, c'était les premiers câbles télégraphiques à l'époque d'ailleurs, qui étaient déjà ciblés. Simplement, ce qui nous fait peur aujourd'hui, c'est que l'essentiel de nos échanges repose là-dessus. Et que les Russes soient capables de saboter et que nous prenions des mesures, comme vous le citiez, le président de la République demandant de surveiller de près, parce que la France, en plus, est effectivement un centre important pour ça, ça me paraît normal. Mais c'est la guerre. Mais est-ce que les pays occidentaux sont assez bien protégés face à cette guerre-là? Parce que ça va être la question. Non, alors, je crois que le problème que nous réalisons depuis 8 mois, c'est que notre rêve d'un monde sans guerre s'est écroulé et que la guerre est revenue et que donc l'utilisation de la force doit être là. Donc on s'était désarmé. Si tu veux la paix, prépare la guerre, on l'avait oublié. Et pendant des années, c'était les dividendes de la paix. On trouvait que tout était bien, le monde était radieux. Aujourd'hui, on se réarme. Donc, le général, sur ce point-là, il a un coup d'avance, Vladimir Poutine. Lui, il a pensé la guerre mondialisée et le coup d'après en visant les communications. Mais nous, on n'a pas préparé ce coup-là et on n'est pas assez préparé aujourd'hui. Alors, on n'est pas assez préparé, je ne dirais pas. Mais c'est certain qu'il a un coup d'avance au sens où c'est lui qui a voulu déclarer que la guerre était de retour. Et c'est lui qui est rentré là-dedans et donc qui prend tous les outils qui sont à sa disposition pour gagner cette guerre. Alors, comme on le disait, sur le plan militaire, ce n'est pas une brillante réussite, c'est le moins qu'on puisse dire. Donc, il s'oriente vers d'autres moyens et il faut que nous nous réarmions plus là-dessus. Mais attention, le réarmement, ce n'est pas seulement d'être capable d'empêcher de couper un câble, c'est d'être capable de vivre avec un câble coupé et c'est d'être capable de réagir différemment parce que d'un seul coup, mon smartphone n'a plus de liaison. Qu'est-ce que je fais? Je n'arrive plus à vivre. Non, on doit arriver, ça s'appelle la résilience. Et donc je rebondis sur ce que vous disiez du côté de l'Elysée ces dernières semaines après Nord Stream. On a appelé à plus de vigilance concernant ces dispositifs de câbles sous-marins. On parle de dizaines de milliers de kilomètres de tuyaux comme ça, sous l'eau. Alors du côté de l'Elysée, voilà ce qu'on nous déclarait il y a quelques jours, c'était le 3 octobre. Les récentes explosions en mer Baltique des gazoducs Nord Stream 1 et 2 nous obligent collectivement à accroître notre vigilance. Et puisque vous le faisiez, je vais le faire également, Général Trinquant, intéressons-nous au cas de la France, qui est une porte d'entrée principale, la principale donc d'Europe pour toutes ces communications. Voilà un peu plus dans le détail à quel point nous sommes câblés. La France, pays le plus connecté du continent. C'est la géographie qui commande. La France est la péninsule au bout de l'Europe. Donc évidemment, de par sa situation géographique, elle attire bien sûr les connexions. Vincent Hugeux. C'est vrai qu'on a tapissé le fond des océans de câbles dans une période où on vivait sur l'illusion lyrique d'un temps de concorde. Comme si la guerre était un exercice révolu. On mesure donc notre vulnérabilité, elle est incontestable. Petite réserve néanmoins, en tout cas nuance. Jusqu'à maintenant, les défaites et les victoires, les percées et les revers ont tous été conventionnels. Bon. Deuxième nuance, l'armée russe n'a pas fait preuve d'une extrême acuité opérationnelle ni stratégique depuis le début. Donc il y aurait là un domaine d'expertise où elle serait tout d'un coup excellente. Pourquoi pas? Elle est équipée, on l'a vu avec Fanny. Mais si
On n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise. Poutine a lu Cocteau, puisque ces mystères nous échappent, feignons d'en être les organisateurs et tirons-en profit si possible. Donc ça, c'est une petite réserve, je dirais, méthodologique. Et puis un dernier point quand même. Il n'est pas du tout exclu, à mon sens, et je crois que c'est une conviction partagée par certains services de renseignement européens, que, au-delà de l'entité étatique qui est supposée avoir ravagé Nord Stream ou peut-être sectionné tel câble, il y ait une forme de sous-traitance avec des organisations criminelles structurées. Bon. Et ça, c'est une hypothèse qu'il ne faut pas, à mon sens, écarter. En tout cas, elle ne l'est pas. Donc ces organisations, ces prestataires de services dans les attaques seraient quoi? Russes, pas russes, peuvent être d'autres nationalités basées à d'autres endroits? Par définition, le crime organisé est transnational et apatride. Donc voilà, je sais en tout cas que c'est une hypothèse qui est sérieusement explorée par les services de renseignement. Et puis un dernier point sur ces concepts effectivement de guerre hybride, c'est l'hybridité, pardon pour le barbarisme du conflit, elle est vieille comme la guerre elle-même. Si vous voulez. Pour moi, d'une certaine manière, Hannibal, le passage des Alpes, c'est déjà de la guerre hybride. Effet de sidération avec les éléphants. Et si je reprends un autre exemple, le cheval de Troie, c'est une magnifique opération d'intox de l'ennemi. Donc voilà, méfions-nous aussi de ces concepts à la mode qui ne recouvrent pas nécessairement des nouveautés. Après tout, David contre Goliath, ce n'est jamais qu'une dissuasion du faible au fort qui a mal tourné. Elsa Vidal, vous réagissiez notamment sur la question des organisations criminelles. Tout à fait. Je réagissais aussi au fait que les services français ont pu prévenir en fait l'arrivée sur le territoire français d'une jeune femme qui n'est nul autre qu'un agent du GRU, donc des services de renseignement militaires russes, et ce qui a poussé nos services à mettre en garde sur l'évolution du profil que les services de renseignement russes eux-mêmes utilisent, en soulignant le fait qu'ils se tournent vers des candidats plus jeunes, plus féminins, pour pouvoir venir organiser en France des activités de surveillance ou de déstabilisation. Et ce sont des faits qui ont une réalité, même s'ils semblent un peu folkloriques comme ça, une réalité immédiate, puisque ce sont exactement les mêmes services dont nous parlons quand il s'agit de faire des attentats meurtriers en Grande-Bretagne, qui ont amené effectivement à des tentatives d'assassinat. Donc il faut être très vigilant. Il est très probable aussi que les Russes aient déjà prépositionné des réseaux dans toute l'Europe et ailleurs, qu'ils puissent les activer. Et nous-mêmes, nous avons très probablement développé des réseaux que nous pouvons activer. Alors Bertrand Badi et Général Trinquant, sur ce point de réseaux parallèles prestataires qui travailleraient pour la Russie. Mais effectivement, je crois que c'est quelque chose qui existe depuis un certain temps, qui tisse nos relations internationales. La notion de réseau est une notion qui gouverne les relations internationales. Si vous prenez même des conflits d'une toute autre nature, par exemple le conflit sahélien, le Sahel est plein de réseaux de toute nature. Des réseaux traditionnels, des réseaux modernes, des réseaux commerciaux, des réseaux mafieux, et tout ceci innerve les mécanismes guerriers. C'est-à-dire que ce que l'on n'a pas su voir venir, c'est pas tellement le risque de guerre, parce que la guerre, elle n'a jamais quitté nos écrans, elle a toujours existé, elle a existé dans les Balkans, elle existe en Afrique, elle existe au Moyen-Orient. C'est pas ça. Je crois que ce que l'on n'a pas vu et que l'on n'a pas compris, c'est la mutation profonde de la guerre. Alors, je suis d'accord pour dire qu'effectivement, la guerre a toujours, et depuis Hannibal, nous sommes bien d'accord, sauf que les éléphants étaient là pour intimider les légions, pas la société. Et c'est ça peut-être la différence. C'est-à-dire que l'innovation, c'est le fait que la société soit directement prise en otage. C'est en quelque sorte le retour de la peur classique, de la peur sociale. C'est-à-dire l'idée qu'une société se décomposant, ce qui est vrai, sous l'effet de la peur, on peut triompher sans mener la bataille. Et comme effectivement on ne gagne plus les guerres aujourd'hui, on fait confiance à cet état de décomposition. Mais le grand problème, et moi qui me fait peur, c'est que je ne vois pas l'amorce d'une politique militaire, d'une politique étrangère, d'une diplomatie qui tienne compte de ces paramètres. Et quand on entend la retranscription, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, des conflits nouveaux en des termes hyper classiques, on se dit, mais les principaux acteurs n'ont rien compris au film. Et notre surprise, votre surprise, dans cette affaire, c'est qu'on voit tout d'un coup surgir dans cette ambiance conflictuelle des paramètres
dont personne ne nous parlait. Parce que, justement, cette mutation-là n'a pas été comprise. Les sociétés se retrouvent au centre du drame, beaucoup plus que les armées, et c'est finalement là-dessus que risque de se jouer l'évolution des relations internationales. Du coup, voilà encore une arme psychologique de plus. Tout Parce à que fait. ça va jouer sur les opinions. Je prends le cas vraiment où ça fonctionne. Il coupe des câbles, Internet est coupé, ça vient s'ajouter aux questions d'énergie, en plein hiver, etc. C'est aussi toucher l'opinion, une fois de plus, l'arme du câble, de l'énergie, de la transmission d'informations. Bien sûr. Juste avant de venir à ce point et au Sur les réseaux, un ouais. point sur ce que disait Bertrand Badi sur la guerre. Et effectivement, ne nous trompons pas, c'est nous, Européens, qui pensions que la guerre n'existait plus et ne viendrait plus chez nous. Oui. La Yougoslavie, que j'ai bien vécue, est un sujet à part. Mais le fait qu'un État puissant, comme la Russie, importe la guerre en Europe, ça, on pensait que c'était fini. Et donc, dans le monde, on est assez isolé. D'où la réaction du reste du monde, qui dit c'est votre guerre. Nous, là-dedans, c'est pas trop notre sujet. Ça, c'est le premier point. Sur les réseaux, je vous voyais réagir. Le fait que ce ne soit pas forcément la main de la Russie ou du Kremlin Non, directement, mais potentiellement donc des réseaux qui agissent. Alors, les réseaux qui agissent, directement ou indirectement, j'en citerai un parce que tout le monde le connaît, c'est Wagner, bien sûr. Alors, tout le monde connaît Wagner, qui est non seulement des mercenaires qui combattent, mais aussi des réseaux qui fonctionnent et qui font de la désinformation. Mais ce que je veux dire, c'est que l'infiltration dans les pays, c'est le propre des services. Tous les services font ça. La France fait ça en Russie, la Russie fait ça en France, de l'information jusqu'au moment, et voire de l'infiltration de gens, comme vous le citiez tout à l'heure, qui sont préparés de longue main pendant 25, 30 ans, je ne citerai personne, mais qui vont faire des écoles en France, qui parlent parfaitement le français, et qui, une fois que les choses sont déclarées, eh bien, continuent à agir tout en faisant croire qu'ils ont changé de bord. Ça, c'est un grand classique. Hein. Donc, ces réseaux, ils fonctionnent, et c'est vrai que c'est fait pour toucher. Bertrand Badi a parfaitement raison. C'est le fond du sujet, je cite toujours Bernanos, pourvu que le derrière tienne, en 14, pourvu que l'arrière tienne, pourvu que les populations, et ce que cherche le fameux discours dans la salle Saint-Georges du président Poutine, qui s'adressait bien sûr à la Russie, mais aussi à nos sociétés, en prenant des petits travers de nos sociétés ou des actions de nos sociétés et les retournant pour essayer de toucher une autre partie de nos sociétés. Alors. Et amener une fracture dans nos sociétés. La question que je vais vous poser maintenant, c'est quelle réponse ça doit nous demander, ça doit amener. Est-ce qu'il va falloir finir par estimer qu'il s'agit d'attaques contre des infrastructures vitales de pays de l'OTAN et donc de l'OTAN par extension? Le monde a déjà fait un peu le travail de fouille en voyant que sur le site de l'Alliance, il est indiqué que c'est au pays contre lequel est dirigée une menace ou une attaque hybride qu'il incombe d'agir en premier ressort. Premier point. Deuxième point, ces pays membres pourraient décider d'invoquer l'article 5 du traité de l'Atlantique Nord si un ou plusieurs d'entre eux étaient la cible d'activités hybrides. Quelle réaction faut-il une réaction à terme et estimer que nous sommes directement ciblés en tant qu'OTAN, en tant qu'alliance? Eh bien, précisément, dans cet article très complet du Monde, il est spécifié que, effectivement, ce fameux article 5 peut être invoqué et donc être déclenché d'une certaine manière si l'un ou l'autre membre de l'Alliance est la cible de démonstrations de force hybride de cette nature. Alors, si vous voulez, moi, ce qui me frappe dans cette séquence, c'est que on a effectivement besoin d'adresser une réponse à quelque chose qui apparaît, alors peut-être est-ce prêter trop de rationalité au Kremlin, comme une sorte d'extension du domaine de la lutte, après Bernanos ou Houellebecq, pourquoi pas, à savoir que la rhétorique moscovite a toujours été de dire que l'Ukraine n'est qu'un pantin, n'est qu'une sorte de marionnette activée par le grand dessein de l'Occident global, ou l'Occident collectif, comme il l'appelle, et donc à partir de là, il est assez naturel de vouloir élargir le conflit pour défier directement l'Alliance Atlantique et l'Occident. Simplement, là encore, c'est peut-être prêter trop de cohérence et de rationalité et peut-être surestimer aussi les capacités technologiques et opérationnelles de la Russie. Donc, réponse oui. À partir du moment où l'article 5 peut être invoqué, eh bien, c'est effectivement une invitation à une mise en garde. Et moi, je place ça dans le contexte... Juste à une mise en garde. Oui, à ce stade, oui.
Tant qu'on n'a pas ce qu'on appelle en bon français le smoking gun, hein, la preuve irréfutable que, on en est au stade de la mise en garde. Et j'inscris ça, et je m'arrête là-dessus, dans le contexte de ces échanges téléphoniques sur lesquels on reviendra sans doute, entre Sergei Shoigu, le ministre de la Défense russe, et plusieurs de ses homologues, 4 en l'occurrence occidentaux. Il y a un petit jeu en ce moment d'influence et de menaces réciproques qui, à mon avis, doit être compris dans cette acception-là. Oui, ce que je voulais justement apporter pour compléter et peut-être dérouler les propos de Vincent Hugeux dans un mode temporel, sur une échelle de temps et dans une progression, c'est que à la fois tout le volet que vous avez déroulé est tout à fait vrai, mais il est complété de notre côté par une autre partie de la rhétorique du Kremlin, qui est que l'OTAN, l'Occident, veut la disparition de la Russie et que l'OTAN, l'Occident sont à la recherche d'un prétexte pour attaquer la Russie. Et comme ces attaques hybrides que nous mentionnons sur les câbles ou sur les infrastructures type gazoduc ne peuvent jamais en définitive être véritablement attribuées à la Russie, si on montait en riposte trop rapidement, c'est-à-dire si on passait directement à l'article 5 et à son application et non pas simplement à une mise en garde par un des pays concernés ou par 2 pays ou par une réunion au sommet, mais si on entrait directement dans un mode de confrontation, alors il serait très facile pour Vladimir Poutine de récupérer notre réaction en disant « nous vous l'avions bien dit, l'Occident ne peut absolument pas tolérer l'existence d'une Russie libre et souveraine et justifier et gagner à sa cause nombre de Russes qui jusque-là étaient restés plutôt à distance ». Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier. C'est un piège qu'on nous tend. Ah, le piège qu'on nous tend, pour une escalade considérable. Oui, je crois que là, on est vraiment au cœur du sujet. Alors, toute petite remarque, vous savez, l'article 5, on le fétichise beaucoup, mais il n'engage pas à grand-chose. Hein. L'article 5, ce n'est pas un engagement automatique d'eux. C'est, on va en discuter entre nous, on va s'en saisir. Hein. Donc, attention, là, le pas n'est pas aussi net à franchir dans cette affaire. Deuxième élément, alors là, je suis totalement d'accord, la stratégie, alors je ne sais pas effectivement si Poutine est rationnel, mais il y a un élément de rationalité qui apparaît parce que c'est dans la continuité de sa gesticulation, c'est faire de l'Occident et surtout de la menace d'une hégémonie occidentale le centre même du problème. Ce qui lui permet, d'effacer ce qu'il nous disait en février, dénazification, conquête de l'Ukraine, etc. En disant, finalement, c'est pas ça notre problème. Et peut-être est-ce une porte de sortie pour lui que de dire, mais mon grand problème, c'est que l'Occident se calme et arrête son rêve hégémonique. Ce qui a un effet extraordinaire sur les pays du Sud. Partout dans le Sud, on s'agite parce que dès que l'on a un problème, et Dieu sait si le Sud a des problèmes, eh bien on sort le drapeau russe pour emblématiser la résistance ou la réponse à ce problème. Ce qui est quand même une grande victoire diplomatique de la Russie. Ça fait du mal de dire ça, ça m'écorche la bouche, mais c'est quand même vrai. Troisième élément, je pense, et je parle sous votre contrôle, que dans les guerres, la partie message est au moins aussi importante que la partie combat. On a envoyé... En fait, Poutine passe son temps à envoyer des messages. Et ces sabotages, effectivement, c'est un message en disant, écoutez, si vous ne trouvez pas un compromis, parce que maintenant Poutine recherche un compromis, c'est Zelensky qui ne veut pas, et à juste titre, d'un compromis. Bon, si vous ne vous modérez pas, si vous n'entrez pas dans un cycle diplomatique, regardez ce que ça peut vous coûter. Donc il ne faut pas non plus prendre ça pour le début d'un processus irréversible, mais comme le message, la symbolisation de ce qui pourrait se passer si vous ne vous tenez pas tranquille. Et à ce moment-là, il gagne 2 fois. C'est un double but qu'il marque, parce que en même temps, il commence à se trouver une porte de sortie en disant si les Occidentaux commencent à avoir peur, peut-être que ça va faire baisser cette pression dont je suis pour l'instant clairement l'objet. Et puis, deuxièmement, ça lui permet peu à peu d'être le tribun du Sud. Et le Sud, c'est beaucoup de monde, c'est beaucoup de ressources, c'est beaucoup de moyens. Et je vais dire quelque chose d'énorme, mais ça me trotte de plus en plus dans la tête. Il y a des moments où être vaincu renforce votre autorité. C'est-à-dire que vis-à-vis des pays du Sud, qui sont dans une situation de tension par rapport au Nord, le fait qu'un grand du Nord soit vaincu par ces Occidentaux dominateurs et hégémoniques,
eh bien, ça vous donne l'allure d'un tribun. Il y a quelqu'un qui pensait comme ça dans les années 50, ce monsieur qui est malheureusement oublié, il s'appelait Zhou Enlai, et c'est lui qui a amené la Chine vers le sud plutôt que vers son ouest, c'est-à-dire vers Moscou. Et ça, c'est peut-être une Zhou Enlaïsation du pouvoir poutinien. Mais c'est passionnant, parce qu'on Oui. est au cœur d'un enjeu qui est bien plus majeur que parfois Tout à la fait. petite histoire derrière la grande avec le grand H, Général Trinquant. Oui, non, j'avais juste 2 points tout à fait d'accord sur l'article 5. L'article 5, c'est on va en discuter. Hein, c'est absolument pas une décision automatique. Oui. C'est le premier point. Ensuite, sur les signaux, c'est intéressant de voir, on citait les 2 cas à Marseille et le nord de l'Écosse. Bien sûr. Or, le nord de l'Écosse, je pense que tout le monde se moque bien de l'Internet dans l'île en question, qui n'est pas très intéressante, mais c'est pas très très loin de la base nucléaire, des sous-marins nucléaires britanniques, hein, Ce qu'a pas et fait. dans cette zone-là. Oui, Et c'est donc, sûr que je présenter comme pense ça, que c'est ça fait, nettement partie des, rassurant. ça fait partie des signaux. Non, mais je suis assez d'accord sur le fait que ça fait des signaux. L'enjeu De n'est même pas que, les si vous voulez, pollutions. le gazoduc qui saute, c'était un gazoduc dont on ne se servait pas. Mais donc, c'est un signal. Ça fait partie des signaux, effectivement, qui mènent à annoncer, attention, votre économie, vos communications, tout ça, on peut faire quelque chose. C'est toujours pareil, c'est la population qui est visée, là. Tiendra-t-il ? Est-ce que le derrière L'opinion. tiendra ? Toujours l'opinion, les armes.